Merci CROP pour cet exposé qui est dans les délais. Merci beaucoup. Bon, rapidement, à travers cet exposé, on constate que beaucoup de potentialités à exploiter dans la région, dans le domaine de la forêt et des eaux. Beaucoup d'espèces forestières, un tiers de cèdres à l'échelle nationale. C'est quelque chose d'extrêmement important. Le romarin, l'alpha, le chêne vert. Et là, il rejoint dans son exposé la présentation de tout à l'heure du représentant du ministère de l'Agriculture sur les palmes. Et voilà la synergie qu'il existe entre les différents exposés. Il a parlé aussi des aires protégées, le parc national du Haut-Atlas, très très important pour le développement du tourisme, les réserves de la biosphère, la pisciculture, la chasse comme des activités récréatives, la montagne aussi, de très beaux sommets dans la région. Donc autant de potentialités à exploiter dans la région. Donc avant d'aller à la pause, j'ouvre une petite parenthèse, une anecdote, qu'un de mes collègues au département d'économie à l'École nationale d'agriculture a vécu en Belgique. Donc il faisait son doctorat, son PhD sur place, et il travaillait sur l'optimisation des parcours, donc avec des modèles économétriques et tout ça. Et l'administration voulait qu'il fallait faire un doctorat dans sa spécialité et en même temps faire un travail en parallèle sur quelque chose qui intéresse le candidat. Donc c'est un peu psychologique pour apaiser la tension de travail de doctorat. Il faut faire quelque chose en parallèle qui intéresse mais qui est soft. Donc ce monsieur-là qui est Larry, il a travaillé sur tout ce qui est la pêche et la chasse récréative dans la région ici. Donc il a essayé de montrer tout ce patrimoine forestier, les eaux, etc., avec des images. C'était très très beau. Et le jour où il présentait son doctorat, le comité de jury, il a posé beaucoup de questions sur cet aspect-là, sur cette thèse en parallèle sur les parcs, sur la forêt de la région, Ifrane et ici, que sur sa thèse proprement dite. Ils étaient éblouis et trop intéressés pour la beauté des sites de la région. C'est juste pour vous dire que voilà des membres du jury qui étaient intéressés par autre chose que le cœur de sa thèse qui était l'optimisation des parcours. C'est juste pour vous dire que nous devons formaliser, c'est très très important, toutes ces ressources, il faut les formaliser, les promouvoir et bien sûr, comme on est en train de voir aujourd'hui, c'est de vendre ce patrimoine qui est très très important. Donc, on va s'arrêter 15 minutes.
S'il vous plaît, prenez vos places. Donc, un petit changement dans le programme. Comme il y a une complémentarité entre les différents exposés, donc on ne peut pas parler de l'agriculture sans parler du tourisme, ni culture, ni forêt, etc. Donc il y a une synergie entre les différents exposés. Donc on s'est dit de laisser la discussion vers la fin, parce que de toute façon on ne peut pas parler de l'agriculture ou de la forêt sans parler du tourisme, etc. Donc il y a des synergies, il y a des complémentarités entre l'ensemble des exposés. Donc on va enchaîner avec la première session, l'exposé d'après, et à la fin, donc on va ouvrir un débat d'ensemble. La présentation de Monsieur Aït Mkhaddemi s'intitule « Potentialité des secteurs du tourisme et opportunités d'investissement ». C'est Mkhaddemi, à vous la parole, 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues du CPDE, je suis un peu ému lorsque je pense à la population de la province de Midèle qui est essentiellement montagnarde, celle qui a vécu ce qu'elle a vécu sous les neiges hivernales de cette année, celle qui a peiné et qui continue à peiner dans sa précarité, dans son analphabétisme et dans sa pauvreté. C'est pour cela qu'il est urgent de développer cette province qui marque un taux de précarité et de pauvreté des plus criards et des plus importants du Maroc. Lorsque on pense ou lorsqu'on parle de Midèle, tout de suite il nous vient à l'esprit que c'est un territoire qui est marqué par la majesté de cette montagne colossale qu'est le Haut Atlas pré-oriental, qui fait plus de 160 km de large. Lorsque je parle de cette montagne, il me vient tout de suite à l'esprit, non pas uniquement les cimes qui dépassent 3700 mètres d'altitude, mais il me vient à l'esprit la population, et j'insiste encore une fois, cette population qui vit dans les villages, cette population qui a été retirée du monde pendant plusieurs siècles. C'est beaucoup plus à cette population que je rends hommage aujourd'hui, et c'est à elle aussi, à travers ces cimes enneigées, toujours enneigées encore aujourd'hui, c'est à travers, si vous voulez, cette journée même, que je me dis, s'il y a des efforts à faire, il faudra les faire dans ce sens, c'est-à-dire en prenant à chaque fois devant soi, toujours à l'esprit, la population et la population. Parce que c'est autour d'elle, si vous voulez, que pivotent tous nos efforts accomplis ou à faire sur le développement. Voici un village. Tout à l'heure, je vous ai montré la cime du Haut Atlas, de l'Ayachi, qui fait un peu l'orgueil, si vous voulez, de notre région. À chaque fois, on dit oui, nous avons un Ayachi qui marque 3747 mètres d'altitude. Et comme vous le savez, les gens connaissent beaucoup plus le Tobkhal,
parce que les accès sont faciles et parce que le marketing et parce que le tapage s'était fait. Et finalement, tout le monde connaît le Tobqal, mais la Yashi, très peu de gens le connaissent, tout simplement parce qu'il faut absolument faire un travail sur cette montagne pour que les gens le découvrent. Nous avons un sommet qui est le Masker, ou un Masker, sur le flanc nord de cette montagne colossale dont j'ai parlé tout à l'heure, et avec ce beau village qui est Tunfit. Vous savez que Tunfit vient du verbe enf, ouvrir, c'est la porte. Tunfit a toujours marqué, si vous voulez, une porte d'intégration, si vous voulez, de cette montagne. Vous avez aussi le Mount Food, qui culmine à 2777 et qui domine la vallée, la belle vallée de la Zaouia Sidi Hamza, que vous connaissez tous, et qui donne cette belle rivière qui alimente le Ziz. Le tourisme entre la vallée de Sidi Hamza et la vallée de la Ta'al est coupé par cette montagne qui est quand même assez haute, 2777, c'est le Tizi Mount Food. Et normalement, les accès devraient permettre aux gens de faire leur boucle en partant de Tunfit par la vallée de Ta'al, de plonger dans la vallée de Sidi Hamza pour revenir à Midelt ou pour continuer leur voyage vers le sud. Il n'y a pas que les cimes, il n'y a pas que la montagne, il y a aussi ces très très belles gorges, comme les gorges du cercle de Jafar, les gorges d'Inmen, ou comme le gros canyon, le grand canyon de Tadrout, qui est à côté de Asaka et de Sidi Yahya. Ce parcours de Asaka Sidi Yahya est très important parce qu'il allie à la fois les villages, la beauté des sites, à ce canyon très étroit qui permet d'avoir accès, à partir donc d'Asaka Sidi Yahya, vers la route qui mène vers Emichil. Il faut que je vous dise que ce canyon a permis à la population de la montagne de se cacher pour mieux se défendre lors de l'invasion ou de l'occupation française à partir de 1917. Vous avez des lacs très saisissants, mais malheureusement, autour desquels aucun commerce ne pivote, parce que jusqu'ici, l'investissement ne s'est pas accompli et rien n'a été pris finalement en charge. À gauche, sur votre gauche, vous avez le lac Isli, qu'on vous a déjà montré tout à l'heure, et sur la droite, vous avez le lac Islit. Il faut que je vous dise que Emichil est le carrefour, ce carrefour de la montagne vers lequel partent toutes les routes. Il y en a 6, celle qui part de Riche vers Emichil, celle qui part de Tunfit vers Emichil et celle qui part de L'Qsibad Mouhaoussaïd vers Emichil. Et du sud, vous avez celle qui part des gorges du Todra vers Emichil, vous avez celle qui part des gorges de Dades en passant par Msmeril vers Emichil, et vous en avez une autre qui est maintenant en train d'être travaillée, c'est celle qui part de Emichil en passant par Tamzarat et qui va vers la province d'Azilel. Développer le tourisme, c'est aussi développer des accès, mais c'est aussi exploiter le potentiel. Nous avons un potentiel au niveau des lacs naturels comme ceux que je viens de vous montrer. Ce sont des exemples parce qu'il y en a d'autres. Et vous avez aussi des lacs qui ont été créés parce qu'on a endigué les cours d'eau comme le barrage Hassan II ou comme cette petite merveille qui est juste à côté de chez vous et qui est un petit étang de Timna qui offre aussi bien un beau paysage sur la montagne que, si vous voulez, la douceur de l'eau. Il faudra l'exploiter, ce patrimoine, parce que c'est de lui-même qu'on peut tirer aussi
sa pitance, c'est-à-dire qu'on peut tirer, si vous voulez, du poisson, qu'on peut filmer des oiseaux, etc., etc., parce qu'il y a toute une faune des zones humides qui tournent autour de ça. Vous avez de très très belles cascades que certains d'entre vous connaissent. Vous avez sur votre gauche la cascade de Zindkwar à Gurrama, elle fait partie de la province de Midelt. Et vous avez sur votre droite la cascade de Tazarwald, qui est une très très belle cascade et qui n'est pas très très loin d'ici parce qu'elle est juste au sud-est de Midelt. Ces cascades, effectivement, ont toutes un accès plus ou moins difficile pour les voitures, les véhicules légers. Et il nous appartient maintenant, puisque la beauté naturelle est là, il nous appartient maintenant de travailler pour faire en sorte que ces sites paysagers merveilleux soient ouverts au tourisme. Vous avez des sites miniers qui ont été laissés par la colonisation française depuis 1917. Et parmi eux, vous avez cette merveille d'Ahuli qui permet aux gens non seulement de connaître l'histoire, cette histoire commune à plusieurs peuples, puisque dans Ahuli, il y avait énormément d'ethnies, de nationalités qui avaient travaillé ensemble côte à côte, bien qu'il y avait des Espagnols, des Portugais, des Français, des Anglais, il y avait des Amazirs de la montagne, il y avait aussi toute une population juive qui avait commercé pendant très longtemps là-dessus. C'est une mémoire universelle que nous devons protéger, mais que nous devons aussi savoir vendre. Vous savez, cette montagne est empreinte d'une certaine culture, une culture ancestrale, une culture qui est portée aussi bien par les hommes, par les femmes, par les enfants, même à travers les habits. L'aspect vestimentaire qui est assez particulier est lui-même une culture. Et les touristes qui viennent ici, ils veulent traverser le Haut-Atlas parce que, non pas uniquement pour filmer et photographier les montagnes, mais beaucoup plus pour aller à la rencontre de cette population qui a gardé son authenticité et qui est, si vous voulez, qui a une communication très facile et un accueil chaleureux. Ces montagnes, cette province de Midelt, a connu la présence humaine depuis plus de 5000 ans déjà. Parce que, comme vous le voyez sur votre droite, vous avez la rivière de la Moulouia, c'est-à-dire celle la nôtre, et vous avez des petits points noirs qui indiquent la présence humaine en anthropologie. La préhistoire, c'est le monolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre. Et cette présence humaine date de plus de 5000 ans. Et les tumuli, c'est-à-dire les tombeaux préhistoriques que l'on a sur les bordures de la Moulouia, de la haute Moulouia de Midelt, que l'on trouve aussi dans Arqan Ja'far et que l'on trouve un peu partout du côté des Aït Ya'qoub, ce sont des sites préhistoriques qui témoignent justement de la présence humaine dans notre région, une présence humaine qui date de plus de 5000 ans, et c'est très important, aussi bien pour notre histoire que pour le tourisme. Notre région a connu des flux migratoires, mais elle a connu aussi des flux au niveau religieux. Et vous savez que notre province compte 7 confréries. Vous avez la confrérie de Warqaïm de Tiqajoui, vous avez celle de Sidi Yahya Youssef, vous avez celle de Aboukil, vous avez celle de Bertat et vous avez aussi celle de Sidi Hamza, mais vous avez aussi celle de Bouhsira de Toulel, qui est une confrérie juive. Pour le tourisme, il est très important, si vous voulez, d'ouvrir
l'esprit sur cette dimension spirituelle et de créer des itinéraires spirituels qui couplent aussi bien la beauté des villages à celle de la profondeur de l'esprit religieux. Vous savez que Midelt n'a pas uniquement, la région de Midelt n'a pas uniquement que le Haut Atlas que vous avez devant vous, mais elle a aussi une grosse partie du Moyen Atlas. Le Moyen Atlas est très très important et les personnes d'autrefois disaient que le Moyen Atlas était paré d'allure féminine et que le Haut Atlas, lui, parce que rude, parce que aride, était paré d'allure masculine. Si vous voulez, cet appel du Haut Atlas au Moyen Atlas et vice-versa nous donne une certaine diversité. Le Moyen Atlas est plus bas, mais il est plus vert et plus doux. Le Haut Atlas est plus haut, mais il est plus rude et plus sec. Cette diversité permet aussi à ceux qui font du tourisme de changer parce que justement ils peuvent profiter de cette variété, de cette diversité. La dimension religieuse dont je vous ai parlé tout à l'heure nous a fait hériter de la troisième bibliothèque du royaume en matière de manuscrits. Et cette troisième bibliothèque du royaume, voire même peut-être de l'Afrique, est très importante pour nous et on doit être conscient de sa valeur. Parce que du patrimoine capital, le produit touristique, je vais aller vite. Vous savez qu'à côté de ce que les gens fabriquent eux-mêmes, c'est-à-dire l'artisanat, le culinaire, c'est-à-dire la cuisine, ce qu'on fait manger aux touristes, il y a aussi le produit naturel, comme l'outarde. Cette outarde qui est cultivée par les Émiratis à Missour et qui est lâchée, si vous voulez, dans les espaces entre Tamayoust et Ahli. Parce qu'entre Tamayoust et Ahli, vous avez des espaces désertiques énormes. Et c'est là-bas que les ornithologues, qu'on appelle les bird watchers, ils vont avec leurs lunettes pour observer les oiseaux. Et nous en avons de plus en plus maintenant. Sur votre gauche, vous avez le Tadorne Kazarka, qui est très connu chez nous parce que c'est un oiseau migrateur, mais qu'on trouve beaucoup à Adelman Sidi Ali, qu'on trouve aussi un peu partout dans les autres lacs, comme le lac des Aïti-Lucen et Isli et Tislit. Ce produit touristique est tiré aussi, si vous voulez, des lacs que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous avez le brochet du lac du barrage de Hassan II, et vous avez aussi le black bass du lac et puis des rivières, parce que maintenant le barrage Hassan II permet aussi d'alimenter en poisson les rivières comme celle de Hanskmir, comme celle de la Moulouia, parce que les poissons ont tendance à monter vers les hauteurs. Le safran, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais il faudra pouvoir tout simplement mieux le conditionner et mieux le vendre comme produit de terroir. Vous avez la pomme avec tous ses dérivés et vous avez aussi la truffe. La truffe, c'est le tefes. Alors évidemment, la truffe, c'est un produit qui est plus ou moins rare, mais j'appelle les investisseurs parce que nous avons des hélianthèmes qui permettent, on a fait l'expérience, qui permettent d'obtenir de la truffe en grande quantité. Et puis vous avez tout ce qu'on tire des mines. Alors à côté du plomb qui est vendu dans l'industrie, vous avez aussi toute une panoplie de roches, de pierres précieuses et semi-précieuses qui sont vendues sur le marché et qui sont recherchées par les gens qui viennent de loin. À côté de cela, vous avez toute une tradition au niveau de la ferronnerie. Ce monsieur-là, je crois que vous le connaissez. Les gens de Midel doivent le connaître. C'est dans la descente de Asman Moussa.
C'est un monsieur qui fabrique beaucoup de choses en ferronnerie. Et vous avez aussi, puisqu'on est connu par la steppe alphatière, les eaux et forêts le savent, vous avez des gens qui travaillent avec l'alpha et qui produisent énormément d'articles d'artisanat. On va aller vite. Hein. On a des potentialités naturelles dont je vous ai parlé. Et ce qu'il faudra maintenant, c'est de répertorier, parce que nous avons une absence ou une difficulté d'accès de ces canyons, de ces barrages et de ces cascades. Nous sommes caractérisés par une certaine médiocrité au niveau de la promotion de ces richesses. Et nous avons aussi, ici même, donc on appelle les investisseurs pour qu'il y ait des services, parce que nous n'avons pas d'agence de voyage, nous n'avons pas d'agence de location de véhicules, de quad, de VTT, etc. Rien n'existe, si vous voulez, dans notre province à ce niveau-là. Il faut que je vous dise que les agences de voyage qui nous donnent leurs touristes, ils nous les donnent en complément de voyage, mais jamais pour que les touristes en question restent dans Midelt, découvrent la montagne, découvrent la montagne et découvrent les sites que je viens de vous montrer. Dans Midelt, normalement, dans la région de Midelt, on peut garder les touristes une dizaine de jours, une huitaine de jours, sans problème, sans dommage, parce que nous avons beaucoup de potentiel. Mais comme nous n'avons pas d'agence, les autres agences de Marrakech et d'ailleurs, ils nous amènent, si vous voulez, leurs touristes pour terminer leur voyage et non pas comme pour une destination. Capacité d'hébergement insuffisante, surtout avec le projet Nour. Le projet Nour, donc Sa Majesté, Dieu le glorifie, nous a, si vous voulez, donné ce projet qui est capital pour nous, parce qu'il va certainement donner un coup de fouet à l'économie de Midelt. Seulement, ce projet va drainer beaucoup de monde, entre 3 000 et 5 000 personnes, et ces personnes-là, il faut les loger, il faut les nourrir, et je vous le dis tout de suite, nous n'avons que 520 lits dans Midelt. 520 lits, ça n'est pas, si vous voulez, suffisant, ça ne risque pas de couvrir un peu tout le flux qui va arriver ici. Besoin de mise à niveau de plusieurs établissements existants, c'est très bien qu'il y en a qui sont vétustes, je conclus, on travaillera sur l'atelier tout à l'heure. Vous avez les sites qui ne sont pas encore mis en tourisme, qui méritent d'être mis en tourisme parce qu'ils sont, si vous voulez, cachés, on ne les a pas encore révélés. Vous avez une faible promotion donc des sites paysagers. Je vais vers l'absence de stratégie de marketing et de promotion. Vous avez un manque d'organisation du secteur touristique provincial, un manque, mais vraiment flagrant, au niveau de l'animation culturelle. L'animation culturelle, pour nous, il ne faut pas que ce soit uniquement le folklore, il faut que ça soit bien autre chose, parce que sur le plan culturel, ils sont très très riches. Il faut tout simplement pouvoir révéler ce potentiel. Et puis, nous avons le manque de mise en valeur de la culture locale. Nous avons des moussem qui disparaissent, nous avons des mariages dits collectifs de Ta'arat, des Aïdlias, des Tzar, etc., qui disparaissent aussi. Donc nous ne faisons strictement rien du tout encore, si vous voulez, pour que pérenniser un peu toute cette richesse. Au niveau de la promotion de l'investissement dans l'infrastructure et l'activité touristique, il faut développer l'infrastructure d'accueil existante. Elle existe, mais il faut la développer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut créer des infrastructures d'animation et de loisirs. On n'en a pas du tout à Midelt. Il faut dynamiser la formation pour renforcer les capacités des personnels des secteurs touristiques de la région de Midelt, au niveau de la cuisine, au niveau de la restauration, au niveau de la réception, etc. Vous avez la mise en tourisme des nouveaux sites attractifs non répertoriés et la valorisation de l'histoire et de la culture locale. Si nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne pouvons pas garantir notre avenir. Développement de l'infrastructure d'accueil, tu veux que j'arrête peut-être? Ça va, je vais arrêter. Bon, ben, il veut que j'arrête, j'arrête. Organisation, bon, je vais passer rapidement vers la création d'infrastructures de loisirs, le sport et la nature, randonnée, escalade. Vous savez qu'à Midelt, nous n'avons pas, par exemple, d'agence. Si quelqu'un veut un motel à Yeshi, il faut qu'il passe par les hôtels
et que les hôtels eux-mêmes essayent de trouver des guides, et généralement il n'y a que des faux guides, vous voyez, pour faire la randonnée. Il faut, normalement, ce vide-là, il faut l'exploiter pour investir. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est très prometteur. L'histoire et la culture, vous avez les mines, les Kasbah, les Zaouïas, vous avez aussi le nomadisme, et ce nomadisme, il est très attrayant pour le tourisme. Vous avez l'artisanat, les produits terroirs et l'animation culturelle. Formation et renforcement des capacités des personnes dans le secteur, des personnels dans le secteur touristique de la région. Il faut créer des filières de formation adaptées aux besoins du secteur. Ça y est, je termine. Création de synergie entre les professionnels, parce que jusqu'ici, il n'y a pas de lien solide entre ceux qui travaillent. Chacun fait sa petite cuisine dans son coin, mais il n'y a pas de lien entre ces gens-là, parce qu'il faudra qu'il y ait des liens. Et vous avez la formation continue pour la qualification, l'encouragement de l'investissement privé dans le secteur de la formation. Je suis vraiment désolé. Hein. Je vous remercie beaucoup. Très bien. Tu vas pardonner. Merci ici pour cet exposé. Je sens qu'il vient du cœur. Hein. Je sens qu'il vient du cœur. Et merci pour les belles images. Hein, on le sait, les images, souvent, ils parlent beaucoup mieux et explicitent beaucoup mieux les sentiments et la réalité que le texte. Je vais faire aucun commentaire puisque le prochain exposé est en synergie avec cet exposé-là. Donc je donne la parole à Si El-Garoua Aziz. Merci. 15 minutes s'il vous plaît. Sinon je vais me mettre debout en fait. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour, chers participants. Moi, je vais être rapide, comme le modérateur l'a dit, puisque la thématique, donc, en gros, il a été traité, il est transversal sur les différents exposés qui ont précédé. Donc, l'exposé va parler un peu des opportunités d'investissement dans le patrimoine et la culture. Et vous le savez, on peut aussi investir dans le patrimoine et la culture. Ce n'est pas que de la sauvegarde, on peut sauvegarder, protéger, mais on peut aussi promouvoir, investir et créer de la richesse. Et ça, c'est connu mondialement aujourd'hui, le patrimoine et la culture créent plus de flux touristiques que les autres aspects. Donc je vais présenter donc, les ressources patrimoniales et culturelles de Midelt. On va faire une petite analyse, donc soit des faiblesses à ce domaine, avec présentation d'un objectif du thème, et on va arriver sur les opportunités d'investissement dans le patrimoine et la culture, avec quelques recommandations. Pour les ressources patrimoniales donc, de Midelt, on en a beaucoup, on ne peut pas tout citer, mais on va vous citer l'essentiel. Donc on a les Zaouïas comme patrimoine religieux et spirituel, Sidi Hamza, Sidi Boukil, Riche, Tchouil, Gourama, Imilchil, Rabbi Ishaq, Boussera, donc on en a beaucoup. On a aussi donc, les Kasabas et les villages comme patrimoine architectural et historique qui est très important donc, de la province. On peut signaler Al-Mouabouri, Atman Moussa, Tatiwin et Tachawit. On a les églises, ça signifie donc cette diversité religieuse et culturelle qui constitue une richesse pour la province de Midelt. On a aussi des monastères et des synagogues comme Atman Moussa et Agurama. On a des sites historiques donc, de bataille à Yaqoub, Tazkzaout et Aït Riyad, les sites des anciennes mines de Mebladen. Il y a l'artisanat local, le tissage et la poterie, les troglodytes. Donc tout cela, cette diversité constitue une très grande richesse culturelle et patrimoniale pour la province de Midelt qui peut être valorisée. Pour les ressources patrimoniales immatérielles, donc on note, donc comme ça a été présenté par mon collègue d'avant, donc Siaïd El-Qaddam, on a les traditions qui sont très spécifiques donc, à la province de Midelt et à la région. Il y a les modes de vie donc, des communautés, les pratiques paysannes, il y a l'art et l'artisanat, la poésie aussi. Donc on a beaucoup de poètes donc, berbères dans la région qui sont très connus. Et c'est une richesse, et ça fait partie donc, de la diversité culturelle donc, de ce pays. C'est une grande richesse pour la province de Midelt.
On a aussi donc les musiques, les danses, la fantasia et les chorégraphies, les contes aussi. Les moussem, on l'a signalé aussi, donc on a beaucoup de moussem, et on a des moussem comme le moussem de Milchil qui est connu mondialement, et on travaille donc avec le ministère de la Culture, on travaille déjà pour l'inscription de ce moussem au patrimoine mondial donc de l'UNESCO. Donc il y a Emile Chil, donc il y a Abou Salim Al-Ayashi, Rabbi Ishaq Boushira, Sidi Boukil, donc il y en a beaucoup. Il y a les mariages collectifs donc, de Ta'al, donc si Youssef on a parlé, Aïtil Yassid, Zarossi, Emile Chil, ça c'est une richesse aussi culturelle, et le nomadisme bien sûr, et la transhumance. Monsieur le directeur provincial des Jeux forêts, on en a parlé, la transhumance aussi constitue une richesse et permet la diversité, mais il faut revenir à sauvegarder ces pratiques ancestrales qui organisent un peu cette transhumance. Bien sûr, des forces on a des ressources patrimoniales riches et diverses, on a des ressources culturelles aussi donc très diversifiées, on a une offre locale d'animation culturelle et touristique avec des groupes de musique, des traditions, de la poésie, on a une diversité d'acteurs qui interviennent dans le domaine, mais il faut signaler qu'on a aussi beaucoup de faiblesses, donc l'objectif de cette journée et de ce thème et de ce travail qu'on fait, c'est d'essayer un peu de pallier à ces faiblesses. Notamment, on a des sites en majorité sont non répertoriés, parfois enclavés. Les monuments architecturaux, donc ils sont détériorés ou en dégradation avancée. Il y a un manque de prise de conscience chez les populations locales, ça il faut le signaler. Il y a très peu de valorisation donc, de la culture et parfois on folklorise donc la culture et on la méconnaît tout simplement. Au niveau de l'animation, donc il est très limité donc au Moussem, donc les festivals, et il y a une faible organisation donc du secteur de l'animation, alors que ce secteur donc il peut donner beaucoup d'opportunités d'emploi si on arrive donc à l'organiser, et il y en a l'absence totale de commercialisation de ce spectacle et de ce patrimoine. Je dis commercialisation, c'est pas vendre, mais je veux dire donner de la valeur, ce qui mérite donc à ce secteur. L'objectif donc c'est de valoriser donc l'identité culturelle donc, de la province du Midi-Delta à travers donc, la réhabilitation, la structuration et la valorisation de son patrimoine matériel et immatériel et la construction d'un produit touristique qui est attractif, donc qui peut faire connaître Midi-Delta, donc l'enrichir et valoriser toutes ses ressources. Comment atteindre cet objectif? Donc il faut d'abord réhabiliter et protéger les monuments et les sites historiques et préhistoriques de la province du Midi-Delta, créer des circuits culturels et mettre en place des musées d'interprétation de l'histoire et de la culture de Midi-Delta, créer peut-être des sociétés de valorisation touristique du patrimoine préhistorique comme les Casbah, les Xol, les Zaouïas, les Greniers, et créer une offre locale d'animation qui est basée sur la valorisation de la culture et du patrimoine et mettre en réseau ça avec les opérateurs touristiques. Il faut aussi intégrer les sites historiques donc de Midi-Delta dans les différents circuits touristiques qui sont vendus aujourd'hui. Il faut aussi créer des filières donc, de formation qui sont adaptées pour répondre à cette problématique. Quelques opportunités d'investissement, que ce soit pour le public ou le privé, qui sont présents aujourd'hui avec nous dans le domaine donc, du patrimoine architectural et les monuments historiques. Donc on a quelques images donc, qui montrent un peu ce patrimoine architectural qui est en gros donc, en difficulté, donc en dégradation. Donc le type d'investissement, il faut d'abord l'identifier, le cartographier, le réhabiliter, le protéger. Il faut procéder à un désenclavement et il faut le mettre en tourisme. Pour les sites historiques, donc les tumuli, les greniers, les troglodytes, donc il faut d'abord un repérage. La majorité des gens ne le connaissaient pas. Il y a quelques professionnels qui connaisseurs donc, de la région qui connaissent ce patrimoine, mais en grande majorité, même la population de Midi-Delta ne le connaît pas. Il faut le repérer, le cartographier, il faut aussi aménager et protéger et mettre en tourisme avec bien sûr donc, de l'animation donc, sur place. Il y a les sites historiques des batailles comme Zaouti, Diakoub, Tizi Ouzou, Asif Meloul. Là aussi, donc, il faut faire du repérage, de la cartographie, il faut aménager, il faut aussi faire protéger. Qui peut faire ça? On a identifié un ensemble d'acteurs, bien sûr, donc il y a d'abord la responsabilité du secteur public, notamment le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme, comme étant acteurs responsables de le domaine, mais aussi les collectivités territoriales, la région et les collectivités territoriales, les opérateurs touristiques, mais aussi donc, beaucoup d'aspects qui pourront être faits par des investisseurs privés. Pour l'article
l'artisanat local, donc on a les tessages, la poterie, la lapidaire, la ferronnerie, la vannerie, tous ces types d'artisanat existent donc au niveau de Midelt. Donc on voit ça, c'est des photos de l'artisanat local. Le type d'investissement qui peut se faire si, d'abord, donc à commencer par l'organisation des artisans, leur formation et le renforcement de leurs capacités, donc la mise à niveau du métier pour homogénéiser ce qui est produit dans ce domaine, mais il faut aussi, puisqu'il s'agit de petits artisans, donc il faut qu'il y ait un appui financier pour ces artisans pour qu'ils puissent continuer à travailler et à subsister. Il y a là aussi la promotion de l'artisanat local, notamment à travers un salon provincial, pourquoi pas de l'artisanat, des showrooms et la création des filières de formation sur les métiers au niveau local. Et tout ça, je pense qu'il est possible. Qui peut investir? Donc on a toujours le ministère de l'artisanat, il y a les collectivités territoriales, mais aussi il y a en filière de formation, il y a l'OFPT, mais aussi des opérateurs privés. Je continue sur la culture, donc les MOSEM et les manifestations. Les types d'investissements qui peuvent se faire, là on voit le MOSEM d'Imilchil avec une photo. Je pense c'est un MOSEM mondial qui est très connu, qui est en cours d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a quand même beaucoup de travail à faire, notamment à travers la création d'une organisation permanente pour ce festival, mais aussi beaucoup d'éléments à protéger. On voit des plastiques en plein MOSEM, donc je pense qu'il y a du travail, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire pour embellir et bien présenter cette image de ce qu'on constitue ce MOSEM comme patrimoine. Donc il faut de l'encadrement, de l'appui financier, la création d'instances permanentes de l'organisation du MOSEM. Il y a aussi l'aménagement des sites qui abritent ces MOSEM-là et le développement d'infrastructures d'accueil, notamment des infrastructures d'hygiène et de santé sur place. Donc les investisseurs, je ne vais pas revenir sur ça, en gros on a cité une grande partie. Pour les mariages collectifs, le nomadisme, la transhumance, il faut de la protection et de la sauvegarde parce que c'est un aspect culturel, donc il faut les revivre, il faut les protéger, il faut les intégrer comme valeur, de richesse dans les circuits touristiques. Il faut un recensement de la population transhumante et avoir des écoles ambulantes pour cette population parce que cette population aussi fait partie intégrante des citoyens marocains, donc ils ont droit aussi d'avoir de la scolarité, de la santé, donc il faut les encadrer, il faut les intégrer. Voilà, donc je pense que je n'étais pas très long. Quelques recommandations, la mise en valeur du patrimoine culturel des Midelt, sa sauvegarde et sa protection, son enrichissement constitue une des missions premières du ministère en charge de la culture et de tous les acteurs concernés. Le patrimoine n'est pas seulement une charge comme on le présente toujours, il est aussi un atout majeur pour l'attractivité des territoires, l'équilibre économique, l'identité et la cohésion sociale. Donc je vous remercie beaucoup. Merci Séglois. Merci Séglois pour votre exposé. On a économisé 3 minutes la première fois. Bon. Une phrase qui est revenue ce matin durant les 3 exposés en relation avec le tourisme, c'est que dans notre province, il y a une dominance du tourisme de passage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas une offre cohérente, tangible, qui peut retenir ces touristes dans cette région-là. Contraste. Premier exposé, deuxième. Une richesse extraordinaire. Une richesse. Et même les premiers le projet sur l'agriculture, sur la forêt, le tourisme, le patrimoine culturel, c'est un package extraordinaire, moyennant lequel on pourra formaliser avec un marketing moderne, formaliser des packages, des circuits qui peuvent retenir ces touristes plus qu'une journée ou 2 journées. Un travail dans ce sens-là est très très important et je pense qu'en termes d'investissement, ça ne coûte pas trop cher. J'ouvre juste une petite parenthèse, dans les années 90, je me rappelle, on a travaillé beaucoup sur cet aspect-là du tourisme rural. Des enquêtes ont été effectuées ici, Merzouga et un peu partout. On cible ce touriste qui aime la découverte du paysage, l'arrière-pays. Les besoins ne sont pas extraordinaires. Ce sont des besoins très très simples. Donc manger chez l'habitant, une maison d'hôte clean, il n'a pas beaucoup de besoins.
il n'a pas beaucoup en termes d'investissement, mais ça peut vraiment lancer le développement de cette région-là. Donc, travailler cet aspect-là, il est très très important, surtout dans les ateliers de cet après-midi, pour faire sortir des idées qui vont vers un package. C'est très important. La forêt, le tourisme, le patrimoine et tout ça c'est un tout pour développer des packages formels à présenter aux clients. Donc je vais passer directement à l'autre exposé qui sera fait par M. Jleidi sur les énergies renouvelables et efficacité énergétique comme secteur d'investissement prometteur. Vous avez la parole, si je l'ai dit, 15 minutes. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, si la province de Midelt a été choisie pour accueillir deux grands projets structurants, à savoir la centrale solaire et le parc éolien, ça veut dire que cette province dispose d'énormes potentialités énergie renouvelables et aussi présente de réelles opportunités d'investissement. Je recommence. Si la province, parce que je pense que le son n'a pas été entendu, je pense que si la province de Midelt a été choisie pour accueillir deux grands projets structurants, à savoir la centrale solaire et le parc éolien, ça veut dire que cette province dispose d'énormes potentialités énergie renouvelable et également représente de réelles opportunités d'investissement. À côté de ces grands projets, il y a bien entendu les projets de petite taille et de taille moyenne qui sont intéressants aussi et qui ont besoin et qui nécessitent un investissement, de mobiliser un investissement pour leur concrétisation. Mais avant de parler de ces projets de taille moyenne et de petite taille, on a procédé d'abord à un diagnostic de la consommation énergétique de la province de Midelt. Et à travers ce diagnostic ou cette analyse, on a essayé d'identifier quels sont les postes et les secteurs qui sont responsables d'une consommation importante. Et aussi, on a essayé d'expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles ces postes et ces secteurs ont une consommation très importante. Et je passe directement à la consommation énergétique de la province de Midelt. C'est la consommation en tonnes équivalent pétrole de la province de Midelt. L'année de référence, c'est 2016. La consommation totale, elle est de près de 100 000 tonnes équivalent pétrole. Et on peut constater tout de suite que la consommation de transport représente à peu près 52%. Bien que cette consommation ne reflète pas la réalité parce qu'elle est attribuée au transport aux véhicules de Midelt et aussi aux véhicules qui transitent par Midelt. Et on n'a pas pu dissocier ces deux consommations pour avoir vraiment la consommation de Midelt, mais je pense dans l'avenir on pourra faire cette dissociation. Il y a aussi le secteur résidentiel qui est un grand consommateur d'énergie. Et cette consommation importante dans le secteur énergie s'explique par la consommation du bois de feu, qui représente près de 44% jusqu'à 50% de toute la consommation énergétique du secteur résidentiel. Et cette consommation importante du bois énergie s'explique aussi par le fait suivant que les bâtiments ne sont pas... Il n'y a pas d'isolation sur les bâtiments et les systèmes de chauffage à bois qui sont utilisés ne sont pas performants énergétiquement. Pour ce qui est de la consommation énergétique
électrique de la province de Midelt. Elle est près pour l'année 2016, elle est près de 110 gigawattheures, ce qui est l'équivalent de 9493 tonnes équivalent de pétrole. Donc on peut constater que le secteur résidentiel représente à peu près 50%, suivi du secteur de l'agriculture et suivi aussi du secteur du tertiaire. La consommation du secteur de l'agriculture, l'importance de la consommation du secteur de l'agriculture s'explique par la consommation, et ça c'est une particularité de la province de Midelt, s'explique par l'existence des installations frigorifiques qui consomment à peu près 48% de la consommation du secteur agricole. Et cette consommation et ces installations frigorifiques ont tendance à augmenter dans les années à venir pour couvrir les besoins grandissants en froid et aussi pour le stockage des pommes, parce que je pense qu'actuellement il n'y a que 30% de la production de Midelt qui est stockée dans les frigos, le reste est vendu en état. Donc dans la consommation du tertiaire, il y a l'éclairage public qui est dominant, qui représente à peu près 44% de cette consommation. Quelques lois et règlements qui régissent les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au Maroc. Il y a bien entendu la loi 1309 de 2010 qui a permis la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et qui a fixé le seuil à 12 MW. Donc il y a la loi aussi 5815 qui a modifié et complété la loi 09 et qui a porté ce seuil à 30 MW. Et là aussi, par la même occasion, libéré le secteur de l'électricité verte. Et il a aussi permis de vendre les excédents de produits à partir des énergies renouvelables sur les réseaux haute tension et très haute tension. Par contre, et malheureusement, la vente d'électricité produite par énergie renouvelable sur les réseaux basse tension et moyenne tension, on est toujours en attente des décrets d'application. Il y a aussi une loi qui est très intéressante sur l'efficacité énergétique du bâtiment. C'est la RTCM qui a vu le jour en 2014. Et cette loi, c'est la réglementation thermique de la construction marocaine. Et elle a pour objectif, cette loi a pour objectif d'optimiser la conception de l'enveloppe des bâtiments indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. Elle a aussi pour objectif de réduire les besoins de chauffage et de climatisation des bâtiments, améliorer le confort thermique et limiter les surchauffes des bâtiments en période estivale. Et pour vous donner un exemple d'un bâtiment qui n'est pas isolé, comme le cas de Midelt, il y a des pertes de chaleur dans ce bâtiment qui n'est pas isolé de 30% par la toiture, 25% par les murs, 7% par les ponts thermiques, 7% par le sol, 13% par les fenêtres et 20% par l'air renouvelé et les fluides. Les potentialités énergie renouvelable de la province de Midelt, je l'ai dit au début que c'est une province qui dispose d'énormes potentialités énergie renouvelable. Donc l'irradiation moyenne annuelle elle est de près de 6 kWh par mètre carré par jour. C'est la plus grande irradiation, parmi les plus grandes irradiations du Maroc. On a aussi presque de 3000 heures d'ensoleillement par an. On a les températures qui ne sont pas très élevées pendant l'été et ça c'est très favorable au rendement du solaire. Pour ce qui est de l'éolien, les vitesses moyennes annuelles sont de près de 6 mètres par seconde. Les vitesses moyennes annuelles sont de 6 mètres par seconde. Et vu la topographie de la province de Midelt, il doit exister aussi un potentiel de la petite hydraulique, mais qui jusqu'à présent qui est mal identifié. Et pour information, les acteurs institutionnels dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, il y a bien entendu l'ONE, le MASEL, les Rizel, l'armée, les CIE. Quelques actions menées par le projet ENMITA, dans lequel je suis, dans la province de Midelt, dans le secteur
résidentielle et tertiaire. Il y a un diagnostic d'éclairage public dans la commune urbaine de Midelt et d'Evriche. Il y a un projet d'éclairage public de la rue Nocturne par solaire PV à Evriche. Et réalisation d'un centre info-énergie dans le centre de Midelt. L'installation d'un système de chauffage à air solaire combiné à un poêle performant dans une école à Toulfit. La réhabilitation d'un bâtiment de maternité à Toulfit avec isolation de l'enveloppe du bâtiment. Et aussi création d'un incubateur régional avec le cluster solaire. Et enfin, on est en cours d'élaboration d'une stratégie de toute la province, une stratégie énergie renouvelable, efficacité énergie renouvelable pour toute la province de Midelt. Les opportunités d'investissement dans le secteur agricole sont les suivantes. Il y a bien sûr le pompage, c'est le seul créneau qui est porteur dans le secteur agricole. Et vu que le nombre d'exploitations de petite taille sont très importants et sont très vulnérables à l'augmentation des prix du diesel et de l'électricité, donc il y a un marché du pompage solaire dans le secteur agricole. Il y a aussi, ça c'est une particularité de la province de Midelt, il y a aussi le solaire PV, c'est-à-dire le solaire pour l'irrigation, pour le pompage et pour l'alimentation de frigo. Du fait que l'irrigation et le frigo fonctionne en alternance, 6 mois d'irrigation et 6 mois de frigo, ça rentabilise encore les projets solaires. Pour information, les analyses rapides sur la rentabilité des projets pompage, on a le solaire versus le diesel, les temps de retour sont compris entre 2 et 3 ans. Le solaire versus l'électricité, les temps de retour sont entre 6 ans et 9 ans. Et je crois que si les prix du diesel et de l'électricité connaissent une augmentation, ces temps de retour vont changer automatiquement. Aussi quelques actions menées aussi par le projet EDMITA dans le secteur agricole. Il s'agit bien entendu de la reconversion collective de l'irrigation par énergie solaire, la réalisation d'un projet PV pour le pompage et la production de froid, c'est un projet combiné, et la réalisation d'une étude par audit de 4 frigos de stockage de pommes et l'élaboration d'un guide d'entretien maintenant sur la maintenance des frigos. Les opportunités d'investissement dans le secteur résidentiel et tertiaire. Il y a bien entendu l'éclairage économe par énergie. L'éclairage économe en énergie, il s'agit des LED et autres LPC, c'est un marché qui est développé, je pense. La production d'eau chaude sanitaire chez le chauffe-eau solaire, c'est un marché qui est en développement mais qui connaît des limites, surtout dans le résidentiel où le potentiel est très important. Donc à cause du GPL, il est concurrencé par le GPL. Les poêles à bois performants énergétiquement, ça il y a quelques expériences artisanales, mais c'est tout. C'est un marché qui ne connaît pas de développement. Les chaudières à bois des hammams performants énergétiquement. Parce que pour votre information, dans des villes, il y a un hammam qui consomme 1 tonne de bois par jour. Vous pouvez faire le compte, la consommation en bois des hammams, c'est une catastrophe pour la forêt. Il y a aussi le marché des appareils électroménagers consommant moins d'énergie, des appareils étiquetés, sauf qu'au Maroc, il n'y a aucune structure d'étiquetage des appareils électroménagers. Il y a l'autre marché, c'est l'efficacité énergétique dans les réseaux de l'éclairage public. C'est un marché qui commence à se développer doucement. Il y a aussi l'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments. Il s'agit de tous les matériaux d'isolation, les doubles vitrages et autres. Donc on ne peut pas parler des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique sans parler du rôle des collectivités locales au Maroc. Parce qu'en principe, les collectivités locales sont responsables directement
d'une consommation très importante en énergie, surtout dans le secteur bâtiment, le secteur de l'éclairage public, dans le secteur des déchets, dans les biens communaux et équipements de services publics. Et les seuls programmes qui ont accompagné des communes et constitué les communes, c'est un programme GIATINO de l'ADR, qui a accompagné 3 communes pilotes dans la planification énergétique de la réalisation du projet énergie renouvelable. Et aussi le projet EDMITA actuellement, il accompagne 2 communes pilotes, la commune de Midelt et la commune de Riche. Voici les recommandations. Voilà pour nos recommandations. Ça, c'est une demande d'une partie très importante de la population au Maroc. C'est l'arrêté basse tension. Ça veut dire la vente de l'excédent produit à partir des énergies renouvelables sur le réseau basse tension et moyenne tension. Nous sommes en cours de création d'un incubateur énergie renouvelable et efficacité énergétique avec le cluster et nous avons besoin de beaucoup de soutien, surtout de la région, de la CGM, de CRI. Le fonds de subvention d'investissement pour les projets de pompage, surtout pour les petites exploitations. C'est un fonds, on en parle depuis des années et jusqu'à présent, il n'a pas vu le jour. Et aussi l'accompagnement, le soutien des collectivités locales dans la mise en œuvre des programmes de gestion efficace de l'énergie. Merci pour votre attention. Merci, si je l'ai dit, pour être exposé. Comme il vient de les présenter, je pense que, apparemment, dans la Provence, il y a des avantages comparatifs en termes d'éolien, de gisement d'éolien, et en termes d'irradiation. Et dans la zone, c'est parmi les plus grandes marques. Ça veut dire que l'avantage comparatif, il est très important dans la région et donc ça incite les investisseurs à réfléchir, à investir dans ce sens-là. Juste, je vais ouvrir une parenthèse sur tout ce qui est l'énergie photovoltaïque, solaire. En relation avec l'agriculture, je pense qu'il y a quelques semaines, dans le cadre du Fonds de développement agricole, il y a la possibilité aussi de subventionner l'énergie solaire. Donc dans le cadre du RFDA, c'est quelque chose de très très important pour l'agriculture. Donc j'ai dit que dans le cadre du Fonds de développement agricole, il y a la possibilité, je pense que ça va rentrer en vigueur dans quelques semaines, c'est la subvention de l'énergie solaire pour les agriculteurs. Et c'est quelque chose de très très important. Ça va réduire énormément déjà donc une grande subvention et ça va réduire bien sûr le coût de production des petits agriculteurs. C'est quelque chose de très très important pour le développement de la région. Donc je passe au dernier exposé qui sera donné par Sidi Boumdiane sur la formation et l'emploi, besoins et opportunités d'investissement. À vous la parole, si vous voulez. Bonjour tout le monde. Alors, je tiens d'abord à vous rassurer. C'est une exposition light pour vous permettre en fait de rejoindre les tables de notre déjeuner. Par rapport à la formation et en conséquent l'emploi, donc c'est un sujet qui est transversal, raison pour laquelle on va en fait aborder les éléments phares et le reste on va en fait le discuter plus profondément dans l'atelier de cet après-midi. Donc je compte beaucoup sur votre présence lors du déroulé de l'atelier pour qu'on puisse pousser la barre en haut en ce qui concerne la formation et l'emploi dans la province de Midelt. Alors commençons par la première des choses, ce sont des statistiques concernant
les établissements et les filières en termes de formation dans notre province. Vous pouvez le constater, les centres et écoles de formation, ils sont très limités, c'est en nombre de 4. Un centre étatique qui est l'STA, qui représente bien sûr l'OFPPT, et qui offre en fait 4 filières, la gestion des entreprises, la comptabilité, l'électricité et la menuiserie. En parallèle, on a Etagis, qui est une ancienne école privée, dont il offre 2 filières de formation. C'est la gestion informatique et le métier d'opérateur administratif. Il nous reste les 2 autres écoles privées en infirmerie, c'est dans le secteur santé. Elles ont 4, bon, l'une, l'Académie Ibn Sina de santé, il a 4 spécialités, la polyvalence, l'infirmerie auxiliaire, les sages-femmes et la kinésithérapie. L'autre école de formation dans les métiers de santé, il offre 3 spécialités, la polyvalence, l'infirmerie auxiliaire et les aides-soignants. Alors, quand on parle de la situation de l'emploi dans la province de Midelt, on note spécialement un taux de chômage alarmant, selon bien sûr le dernier recensement du Haut Commissariat au plan. Alors, à Midelt, quand on parle de Midelt, on signifie précisément la province, c'est-à-dire 29 communes incluses, urbaines et bien sûr rurales. On a un taux de chômage urbain qui atteint les 19,2%. Donc ça, ce sont les sources étatiques. Et on prévoit en fait que vraiment ça va augmenter dans les années à venir si on n'intervient pas. Dans le rural, on a un taux de 5,5%. Et dans l'ensemble, on a une moyenne de 12,8%. Alors je voulais revenir en fait sur une matrice soft pour démontrer quand même la force de la province. La province est riche en ressources. Quand on parle de ressources, on parle de ressources humaines et de ressources naturelles. Alors en termes de formation, on a de la matière grise des jeunes qui est reconnue à l'échelle nationale même. Donc on a des écoles, même des directeurs centraux des ministères au niveau de Rabat, que la majorité du staff qui provient de Midelt ou bien de la région de Midelt, il excelle en matière de rendement selon leurs tâches. En termes de formation, en termes de faiblesse, on va parler de formation non adaptée avec les besoins. Effectivement, quand on parle en fait d'une filière qui forme des jeunes dans la gestion des entreprises et en parallèle, on n'a pas des gérants d'entreprises dans la province qui peuvent bien sûr rentabiliser les institutions privées. Donc ça, on met en fait une question. Pourquoi cette filière, elle est ouverte à Midelt alors que par conséquent les lauréats, ils sont recrutés ailleurs? Ça, c'est un petit exemple. Concernant les opportunités, et ça c'est vraiment la moitié pleine du verre, on parle d'une promotion économique en phase initiale. C'est-à-dire c'est à ce moment-là, en 2018, dans le 3e millénaire, qu'on peut intervenir dans la province de Midelt pour la rendre petite Paris, dont il a été connu après le protectorat. Et bien sûr, je rappelle à l'occasion que Midelt, c'est la 2e ville après Casablanca, dans laquelle l'État a introduit l'électricité et les chemins de fer. Donc ce qu'on fait, c'est seulement le rétablissement de ce qui a été fait à l'époque. Quand on parle de menaces, je vais revenir bien sûr au taux de chômage qui est croissant et en parallèle, elle est alarmante. Alors, moi en fait, je vais parler brièvement et de façon transversale par secteur en ce qui concerne les implications en matière de formation.
sachant bien que la formation, c'est le début d'un renforcement du personnel et par conséquent, renforcement de la productivité du secteur privé, et bien sûr, c'est la levée économique. Quand on parle bien sûr du secteur énergie renouvelable, ou bien le secteur énergétique, on a besoin d'une formation spécialisée dédiée à l'installation et l'entretien des panneaux solaires. Ça n'a aucun rapport avec le projet Méganor, ou bien si je peux m'exprimer bien, si en parallèle on doit encourager la mentalité de l'intégration des énergies renouvelables dans la vie quotidienne des citoyens au niveau de la province. Une formation générale pour l'intégration de la notion des énergies renouvelables dans la vie quotidienne, c'est ce que je viens de le dire. Formation spécialisée dans le processus de montage des panneaux photovoltaïques, pourquoi pas. En Grèce, il y a des sociétés qui sont spécialisées et qui avancent et innovent chaque année. On n'est pas loin, on a de la matière première qui est la matière grise d'hygiène. On doit juste pousser et encadrer dans ce sens-là et on peut avoir des résultats très prometteurs. Alors, passons à l'agriculture. On a besoin d'une formation ciblée des jeunes ruraux dédiée aux tâches fines. Alors, les tâches fines, j'ai ouvert une parenthèse. Je parle de la taille des pins dans la saison de taille et autres spécialités bien ciblées. Formation spécialisée dédiée aux techniques intelligentes de l'irrigation. Il y a le goutte à goutte, il y a d'autres techniques qui sont mises en place dans l'Europe et ailleurs. Formation spécialisée dans les cultures alternatives. Les cultures alternatives dont M. Youssef Aït El-Mqaddem a parlé et a mis le point. Une formation spécialisée dans le métier de pisciculture, c'est l'élevage des poissons. Formation assistée destinée aux femmes pour le renouveau du tapis amazir, ça c'est dans l'artisanat. Formation soutenue pour renaître l'art de la poterie. Dans l'agro-industrie, on a délimité 3 formations. L'une spécialisée et dédiée à la maîtrise du processus de la transformation des fruits en produits dérivés. Actuellement, on a parlé d'un chiffre la matinée de production de pommes. Alors ces pommes-là, elles sont destinées à la commercialisation brute. Alors qu'on peut quand même avoir des bénéfices si on transforme ces pommes-là, ou bien une partie de ces pommes, en produits dérivés. On a besoin quand même de la confiture de pommes, on a besoin des compotes de pommes, on a besoin des chips de pommes, et ainsi de suite. La liste est très intéressante. Donc, formation dédiée à la maîtrise du processus de la collecte et au traitement des pins, des plantes aromatiques et médicinales. Formation spécialisée, bien sûr, sur les normes de l'hygiène lors de la transformation de ces deux facteurs, ou bien ces deux éléments et produits phares, qui sont les fruits, et spécialement la pomme et les plantes aromatiques et médicinales. Alors, en tourisme, on parle spécialement de l'hôtellerie et de la restauration. Une formation ciblée sur les normes de l'hygiène en restauration. On parle de l'hygiène, il y a des unités hôtelières qui veillent sur cet élément. Il y a des unités hôtelières qui l'apprennent comme étant quelque chose, bon, s'il est là, c'est bon, s'il n'est pas là, il n'y a pas une insistance en termes d'orientation administrative pour que l'hygiène soit mise en place. Alors, une formation spécialisée pour un service client de qualité en restauration et en hôtellerie, la prise en charge du client de son entrée au restaurant, bien à l'hôtel, jusqu'à son départ. Ça, c'est un terme qui est reconnu à l'échelle internationale. Le service client, c'est la prise en charge totale du client, parce qu'il donne en fait une contrepartie et elle a besoin d'une prise en charge totale. Alors, formation linguistique spécialisée dans les langues les plus demandées, ça c'est pour les guides montagneux et pour l'accompagnement touristique, les personnes qui vont faire de l'accompagnement touristique. Formation spécialisée pour l'accompagnement touristique, évidemment, et le guidage montagneux, ça c'est pour la structure, mais on a besoin quand même du volet linguistique. Formation spécialisée dédiée à la gestion des centres d'animation culturelle et musicale. C'est pour mettre en place et valoriser la culture
qu'on a à Middels et rendre Middels vraiment une destination touristique à part. Formation spécialisée dédiée à l'animation, bien sûr, culturelle et musicale. Alors, l'artisanat, on a parlé de les deux dernières formations, mais je rajoute la première. Une formation artistique spécialisée concernant la taille des pierres et la présentation commerciale des minéraux. Alors, à ce niveau-là, les commerçants qui se présentent lors des forums ou bien des expositions à l'étranger pour les minéraux, ils ne font que vendre. Alors, pour vendre et pour commercialiser actuellement en termes marketing, on a besoin d'un téléstory. Une histoire derrière ce produit pour que tu puisses le vendre avec une valeur très importante. Quand on parle du téléstory, on parle en parallèle dans les minéraux de ce qu'on appelle une science qui s'intéresse en fait à la thérapie énergétique par les pierres. Ça m'échappe le nom exact, le nom scientifique, mais si on essaie quand même de valoriser cette thérapie énergétique, les Européens et les Américains, ils s'intéressent beaucoup à cette dimension d'énergie dégagée, ou bien la fréquence dégagée de la pierre, ou bien du minéral. Ça, c'est vraiment quelque chose de très primordial, avec lequel on peut valoriser ce minéral, de la vanadinite jusqu'à le gypse. Donc ça, c'est pour l'artisanat. Alors, moi, au lieu des recommandations, j'ai préféré de parler de quelque chose de concret. C'est vrai qu'on parle d'horizon stratégique de haut niveau, mais à l'occasion, je parle du premier point, qui est l'instauration de l'École nationale des sciences de l'ingénieur de Middels. Lors de notre préparation de cette journée, on a eu l'occasion de rencontrer monsieur Hassan Sehbi, qui est le directeur de l'université Moulay Ismail, qui nous a surpris qu'il était en train de réfléchir de façon institutionnelle à instaurer une école d'ingénierie à Middels, en se basant, comme je vous ai dit auparavant, ou bien au début, la matière grise des jeunes de Middels. On a de la matière grise, on doit juste la valoriser. Donc ça, c'est une tâche bien sûr de l'université, étant un organisme étatique relié au ministère de l'enseignement supérieur. Et il nous a donné la promesse. Malheureusement, il n'a pas pu y assister. Mais il nous a demandé en CPDE de chercher seulement le foncier. Et lui, il va s'occuper de tout ce qui est instauration et RH. Deuxième point, instauration d'une école multimédia. Malheureusement, il y avait une école qui s'appelait Screen. Il a fermé ses portes, son fondateur, il est parti ailleurs. Mais cette école, seulement ces années qu'il était instauré à Middels, il a pu produire des profils trop intéressants. Actuellement, ils sont des cadres dans la Société nationale de l'audiovisuel, que ce soit à l'Amaziria, à 2e, à la première, et on aimerait bien dupliquer ce modèle-là avec une échelle internationalisée, pourquoi pas. Instauration d'un centre de formation linguistique, je parle d'un centre reconnu à l'échelle mondiale. On aimerait bien avoir IMEDEST ici à Middels, pourquoi pas. On aimerait avoir en fait une filiale ou bien une franchise d'un centre linguistique qui peut porter une valeur ajoutée en ce qui concerne la formation linguistique de nos jeunes. Et dernièrement, donc l'instauration du centre d'incubation des startups dans le solaire et autres domaines que le solaire. On a besoin bien sûr d'instaurer une mentalité ou bien un mindset d'entrepreneurship ou bien d'entrepreneuriat pour qu'on puisse sortir de cette routine qu'à Middels, il n'y a que les fonctionnaires et les commerçants et les fermiers de pommes et les commerçants des minéraux. On a besoin des entrepreneurs jeunes et des entrepreneuses jeunes qui peuvent pousser Middels et rétablir son image de nouveau à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Merci pour votre attention et je vous souhaite bon appétit.
Merci si combien pour cet exposé. Bon, un chiffre un tout petit peu inquiétant, c'est le chômage dans la région. 19,2% dans l'urbain, 5,5% dans le rural. Justement, donc cette rencontre, c'est pour essayer de stimuler l'investissement dans la région pour absorber ces questions la question du chômage dans la région. En suivant de très près tous les exposés, vraiment je veux remercier le comité provincial de développement économique parce que je sens qu'un travail en amont a été très bien fait. Hein? Quand on regarde les différents exposés, on voit les complémentarités, on voit les synergies entre les propositions des uns et des autres. Et voilà maintenant avec cet exposé-là qui propose un certain nombre de formations intimement liées aux autres exposés sur l'irrigation, sur le photovoltaïque, les cultures alternatives en relation avec l'agriculture, la pisciculture, les tapis, la confiserie dans la production de pommes. La région, c'est une région de production par excellence de pommes, l'hôtellerie. Donc il y a une cohérence de l'ensemble. Donc vraiment, on attend beaucoup des ateliers de cet après-midi pour pouvoir faire sortir donc, des projets cohérents, en synergie, à soumettre aux investisseurs. Donc on va ouvrir, je pense, une liste pour les questions. On va prendre 1 heure. Hein? Donc on va prendre 1 heure. Je vais ouvrir une liste de questions et je vais inviter les panélistes à la tribune pour répondre aux questions des présents.